Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, et sur internet c'est ici et maintenant.com. Bien, bonsoir, Lisandre. Bonsoir, Lisandre. Bonsoir Jean-Paul. D'abord, pour vous rappeler que l'émission de la dernière fois est disponible en MP3, comme toutes les émissions de la radio, d'une part, et aussi celle que je fais, bien sûr, en MP3 et sur le site vidéo de la radio. Donc l'émission consacrée à Traque Sauvage, le livre de Sylvie Wolf. Vous pouvez aller voir sur sa page YouTube si vous voulez voir c'est son activité autour de ce livre. Wolf, comme le loup, mais avec un S à la fin, voilà, pour être plus précis. Sinon, on ne peut pas. Et le livre s'appelle Traque Sauvage, de nouveaux éditeurs. J'ai fait l'émission dernière consacrée à ce western de Sylvie Wolf, qui est une vraie fille de l'Ouest et qui continue dans cette saga à écrire son livre. Et ce soir, c'est un livre que je suis en train d'écrire depuis pas mal de temps déjà, longtemps. J'arrête, je reprends. Donc c'est un livre une histoire que je vais faire en 2 volumes qui est sur les Arvernes, un premier volume mythologique et le deuxième, qui est sa suite, donc plus historique. Le deuxième se termine avec Vercingétorix, l'histoire qu'on connaît. Le premier nous emmène 200 ans avant Jésus-Christ dans la Gaule celtique de l'époque, avec ses légendes. Voilà. Maintenant. Ash nas prakatuluk, ad burtum ishi krimpatul. Et 200 ans avant Jésus-Christ dans la Gaule celtique. Et oui, elle a existé, même si les livres d'histoire l'ont depuis longtemps rayé d'un trait de plume. Pour certains individus à la cervelle plate, l'histoire, ça commence en 1789. Bah oui, il y en a comme ça. Il n'y avait rien avant. Pour d'autres, c'est avec Clovis, le roi des Francs. Et les peuples premiers, c'est pour les autres, pas pour nous. Alors ce soir, je parlerai des Arvernes. Et qu'on ne dise pas qu'ils n'ont pas existé. Hein. Moi, je suis d'Auvergne, et sur la place principale de Clermont-Ferrand, il y a la statue de Vercingétorix, le guerrier au sang combat, qui rallia les tribus gauloises contre l'envahisseur. Mais ce n'est pas de lui que je vais parler. On connaît son histoire, même si elle est revue et corrigée par les commentaires de César.
mais de ceux qui l'ont précédé dans la lointaine histoire. Ils survivent dans les récits des bardes, dans les légendes. Alors ce soir, dans le rôle du barde, je vais vous parler de Moran Larverne, de sa quête, de son épopée. La France, à cette époque, le territoire sur lequel on est là aujourd'hui, ça s'appelait pas la France. C'est un pays libre, c'est-à-dire que tous les terroirs qui viendront par la suite, c'est un espace qui est composé de terroirs qui viendront par la suite des provinces. Et puis par un découpage de technocrates arrangés sur les bords, là, des départements pour d'autres raisons purement administratives et pour la papasserie habituelle. Mais du terroir, du pagus, on passe à la province. Ces terroirs sont habités par des clans, des tribus, que les Grecs appelaient les Celtes, et chez nous, les Romains leur donneront le nom de Gaulois. Alors donc en Auvergne vivent les Arvernes, dans le Limousin c'est les Momis, les Allobroges entre le Rhône et l'Isère, les Ésuviens dans le Calvados, les Galabes en Lozère, les Bélaves dans le Velay, plus au sud, les Éduins dans le Morvan. Bon, je ne vais pas vous faire toute la carte de la Gaule avec ces tribus. Pas de centralisation, pas d'étatisation. Sauf peut-être lorsque Vercingétorix tenta l'alliance de toutes les tribus contre l'envahisseur. Ce sont des hommes libres, avec leurs dieux, leurs coutumes, leurs croyances. Savoir quels furent les peuples premiers, c'est-à-dire primitifs au sens noble, qui vivaient ici. Bon, c'est un préambule un peu nécessaire. On sait un peu mieux dans quel contexte se situe l'histoire dont je vais parler ce soir, celle de Moran Larverne, à la fois guerrier et chaman, dont le père s'appelait Luconios, loup des neiges, c'est la traduction de son nom. Et on va essayer de vivre ça par-dessus son épaule, 200 ans avant Jésus-Christ. Not along the subway, not below the toll booth, not inside the doorway, and not inside the ballroom, not beside the river, not beside the whole fire, not beside your woman, not beside your mother. Out on the lake where the wind can run free, with your heart and your soul. But not among the soldiers, and not inside the whorehouse, not among the merchants, not inside the dance hall, not among the gold dust, not beside the silver, not inside the mosque, not inside the chapel. Out on the lake where the wind can run free, with your heart in your
On est dans le village gaulois de Dalo, chez les Arvernes. Chaque tribu Arverne porte un nom totémique différent. À Dalo, c'est le clan des Singoria, les faucons. On est à une dizaine de kilomètres de ce qu'est aujourd'hui Clermont-Ferrand, au pied des volcans. Un gros village gaulois qui s'appelait Nemossos à l'époque. Les Singoria ont bâti leur village sur une hauteur. Aujourd'hui, le lieu s'appelle Dalé. Et on y voit encore l'ancienne grotte où se réfugia Moran l'Arverne. Ok, on est dans le village avec Moran, qui à ce moment-là doit avoir peut-être 18 ans pour nous, 18 ans, oui. Son père, Luconios, loup des neiges, le chef du clan des Singoria, a été tué au cours d'un combat contre les Rutènes. Et on voit son cairn funéraire, l'assemblage rituel de pierres, comme ça, juste au-dessus du village. Moran se tient près de l'enclos des chiens, des molosses qui servent au combat. C'est lui qui est chargé de les nourrir. Moran a comme un pressentiment. Il lève la tête au-dessus de l'enclos des chiens, tout semble normal. À part l'agitation des molosses qui grognent et reniflent le sol, ce qui l'étonne. À l'extrémité nord du camp, il y a le cairn funéraire de son père, Luconios, loup des neiges. Pendant de nombreuses lunes, il a été le chef du village de Dalo, la place forte du clan des Singoria. Et Moran voit nettement la bande de corbeaux qui tournoient autour du cairn, poussant des cris rauques avec des mouvements d'ailes désordonnés, comme s'ils subissaient la proximité d'un danger. Moran pense à la présence d'une meute de loups, peut-être, derrière la haute palissade du village, au passage d'un troupeau d'aurochs, à l'arrivée d'une tornade, avec le vent qui arrache les toits de chaume et brise les arbres. Il a à peine 18 ans et il essaie de traduire les signes, comme l'aurait fait Adjaros, le grand druide qui a remplacé son père à la tête du village. Il aperçoit sa hutte à l'est, plus à l'est du village. Moran aimerait savoir si Adjaros a remarqué le vol des corbeaux et comment il expliquerait ce signe. Alors on peut traverser le village avec Moran jusqu'à la hutte d'Adjaros. À partir de l'enclos, les huttes de torchis forment un passage étroit et les toits de chaume se touchent presque. Tout semble tranquille. Par l'une des lucarnes, il voit Alco, le faiseur de masques, penché sur son ouvrage, éclairé par la lueur jaune d'une lampe à suif. Il entend des rires d'enfants mêlés à des voix de femmes, des bruits de vaisselle, le cliquetis d'un métier à tisser. Le grand druide se tient à l'entrée de sa hutte, près du totem décoré de feuillages et d'ossements d'animaux, son totem rituel. L'inquiétude se lit sur son visage. Il fixe lui aussi les hauteurs du cairn et le vol inhabituel des corbeaux. Adjaros, le druide, porte la tunique de fourrure des Singoria, fermée par une ceinture de cuir, les brais, les pantalons là, en peau de daim, la cape de laine teinte en rouge, aussi vive qu'une flamme, la couleur, retenue par une fibule d'or. Ça, c'est les Arvernes, c'est les Gaulois même. Le vieil homme s'affiche sans retenue, comme tous les Arvernes, sensible à l'image qu'il peut donner. C'était important pour eux. Tous savent à cette époque que le plus important, c'est la réputation d'un homme, car il est regardé par ses semblables, mais aussi par les dieux et par les ancêtres au même moment. Adjaros, qui voit arriver Moran. Où est ton frère, Moran? Granos, je ne sais pas, dans le village, sans doute. Préviens ton frère et dis-lui de renforcer les gardes à l'entrée. Et sur la ligne de crête, tu peux faire ça? Moran célèbre sa 18e fête de Belten, alors que son frère Granos a déjà bouclé 22 cycles, et qu'il est dans l'âge de l'homme qui porte le glaive, la lance et le bouclier. Il avait ramené de nombreuses têtes lors des combats contre les Rutènes. Il retrouve Granos devant la hutte d'Ogmar, le faiseur d'hydromel, un germain Lassol des Singoria, qui s'est placé sous la protection des dieux du clan, même si ses ancêtres, lui, dorment dans d'autres territoires, au fond des forêts profondes. Il est là, dans le village de Dalo. On voit sa crinière rousse au milieu des tonneaux de bois et des lourds chaudrons de bronze. Moran explique à son frère Granos les ordres donnés par le druide Adjaros. Au moment où Granos tourne le dos, Moran le rattrape et le retient par un bras. « Attends, je voudrais te parler. » Moran se tient devant lui, les bras ballants. « Mais qu'est-ce qu'il y a, Moran ?»« Rien, un rêve. J'ai fait un rêve cette nuit. » « Et alors, un dieu est venu te visiter ?»« Non, ce n'est pas ça. Un visage. J'ai vu un visage. La peau était bleue comme celle des noyés. Il me fascinait et il me faisait peur. » Granos lui dit en riant, «
parle de tes rêves à Adjaros. Moi, je n'ai aucune compétence dans ce domaine. Moran aperçoit la bague que son frère porte au doigt. Tu as toujours la bague de Luconios? La bague de notre père, évidemment. Je n'enlève jamais, car c'est l'héritage du clan. La question ne se pose même pas. Tu as la tête fatiguée, Moran. Tu devrais voir un druide ou prendre des potions. Que fait Moran? Il décide d'aller voir Adjaros, le druide, de monter jusqu'à sa hutte. Au-dessus du cairn, le vol des corbeaux n'a pas cessé, bruyant, chaotique, comme si la terre allait se mettre à trembler. Moran ne comprend pas, il remonte jusqu'à l'enclos des chiens. C'est lui qui nourrissait la meute armée de crocs et de colliers hérissés de pics de fer qui servaient dans les combats. Un jour, Adjaros lui avait expliqué pourquoi les chiens d'attaque dans une mêlée ne s'en prenaient qu'à l'ennemi et jamais aux hommes du clan. Ils n'obéissaient qu'à leur maître, celui qui les avait entraînés au combat, et qui les tenait au bout d'une laisse de cuir. Mais ils savaient reconnaître les odeurs. Les hommes du clan s'enduisaient le corps d'un baume préparé par Adjaros, le même que les chiens reconnaissaient. C'est ainsi que les molosses dressés pour l'attaque, même ivres de sang, identifiaient l'ami et l'ennemi. Une frontière perceptible à l'odorat qui leur montrait qu'ils étaient en territoire connu, ou bien dans un lieu de carnage et de mort. C'est là où ils faisaient la différence, par l'odeur, que cette graisse, cet enduit particulier que portaient les Singoria sur eux, pour que les chiens les reconnaissent. Les chiens sont toujours agités, et en montant vers la hutte du druide, Moran salue Mertios, qui garde l'entrepôt à blé, puis le jeune Kurvanos, qu'on surnomme, c'est son nom, ça veut dire tueur de renards, un peu plus jeune, qui pose devant lui son troupeau de cochons. Il n'a rien vu, rien entendu. Et un instant, Moran se demande si le village n'est pas frappé par un enchantement. Et puis d'un coup, la plainte du Carnix, la trompe d'appel qui déchire l'air. L'appel vient du chemin de crête et il résonne partout dans le camp. Le Carnix. Moran vient d'apercevoir la fumée noire qui s'élève à l'autre bout du village, du côté de la réserve à grains. La trompe du guetteur vient de signaler l'apparition de l'incendie. Les premières flammes, la fumée noire qui grandit dans le ciel. Des hommes courent, transportent des seaux remplis d'eau, des chaudrons, des linges mouillés. Tout le monde essaie d'éteindre l'incendie et l'entrepôt à grains n'est plus qu'un brasier impossible à éteindre, malgré la chaîne des hommes qui se passent des seaux de cuir et de métal, toutes les réserves d'eau ramenées des huttes. Et il suffit maintenant de regarder s'effondrer l'entrepôt et avec lui la récolte de plusieurs années. De nouveau, le beuglement du Carnix. Et Moran aperçoit en même temps une colonne de fumée noire à l'autre bout du camp. Un second départ d'incendie. Et la foule se roue sur les seaux, traverse le village, au milieu des cris, des pleurs. Il entend des cris, ça brûle aussi à l'est du camp. Bon, d'autres parties du camp viennent d'être incendiées. La hutte d'Alco, le faiseur de masques, à la voie qui brûle. La réserve de fourrage au nord du village. Le grenier à blé près de l'enclos. Et la hutte des gardes à l'entrée du tertre sur lequel s'élève le cairn de Luconios, son père, l'eau des neiges. C'est maintenant tout le village qui brûle. Et le feu se propage de hutte en hutte. Moran échappa au brasier en montant jusqu'à la Pierrotte, où se trouve une grotte qu'on peut encore voir aujourd'hui, au-dessus du village de Dalé. Fuir par la grande porte, bah oui, ça a été la première idée des habitants de Dalo, pris dans le piège des flammes. La porte à 2 battants, qui permet de descendre vers les marécages de la plaine de la Limagne, avec ses ponts de bois, ses îlots, ses 1000 chemins. Tous ceux qui sortaient furent abattus par des archers embusqués dans les fourrés. Ils laissèrent aucun survivant. Quand Moran quitta sa grotte, le village n'est plus qu'un amas de ruines avec ses cadavres. La plainte du Carnix s'est répétée de colline en colline, jusqu'à Nemossos, aujourd'hui Clermont-Ferrand, la cité Arverne. Et la colonne de secours est arrivée trop tard, bien sûr. Moran a reconnu les cavaliers de Nemossos à leur casque décoré de feuillage. C'est ainsi qu'il montait au combat en accord avec Kernunos, le dieu des anciennes forêts. L'ennemi n'est plus là, mais il laisse un certain nombre de cadavres derrière lui. On reconnaît à leurs tuniques et à leurs emblèmes rituels la puissante tribu des Rameaux Rouges, qui occupe les monts d'Oryx, plus à l'ouest, aujourd'hui le mont d'Or, pour ceux qui connaissent un peu l'Auvergne. Granos, le frère de Moran, n'a pas péri dans l'incendie. On retrouve son corps à l'extérieur, criblé de flèches. Une flamme dévore le cœur de Moran. Il observe le corps de son frère avec attention. Il cherche la main qui porte la bague de leur père. Le
le doigt qui porte la bague a été tranché net. Un pillard? Mais peut-être pas. La bague est aussi l'emblème du clan des Singoria. En plus, les Rameaux Rouges ne sont pas en guerre contre les Singoria. Ils ne sont pas alliés non plus, comme ceux de Nemossos, mais ils ont choisi de rester neutres dans tous les conflits. Et les voilà qui surgissent, rasent le village, en emportant la bague de pouvoir de Loup des Neiges, Luconios, le père de Moran, dont le cairn a été en plus profané par les Rameaux Rouges. C'est une énigme pour Moran. Le chef de la colonne de secours lui dit tu es le bienvenu chez nous, donc à Nemossos. Ton histoire de bague intéressera peut-être les druides qui vivent dans les grottes de Roya aujourd'hui, au-dessus de Nemossos, des grottes taillées qu'on voit encore dans la montagne rouge de Roya au-dessus de Clermont. Et il lui dit Moran, sois assuré que ce massacre ne restera pas impuni. Les chefs de clan décideront une expédition punitive dans les monts d'Oryx. C'est la règle entre deux tribus alliées. Et Moran assiste aux funérailles de son frère avant le départ pour Nemossos. Le corps est enseveli sous un cairn de pierre recouvert de feuillage, et l'un des druides venus de Nemossos lance l'invocation. Granos, à partir de ce lieu, ton long voyage commence. Ils lui ont laissé ses armes, des provisions pour son long voyage, un sac de noisettes amené par un druide et une gourde d'hydromel. N'aie pas peur de la mort, lance le druide. Tous les soleils qui n'ont pas encore brillé reviendront pour toi, et tu auras de nouveau un corps et des yeux pour les voir. Les mots résonnent dans l'esprit de Moran comme une certitude, aussi dure que du granit, mais son cœur, son sang, ses émotions réclament vengeance, le droit du sang, sans pardon, implacable avec l'ennemi. C'était net et sans bavure. Rien à voir avec le cynisme et l'hypocrisie de nos démocraties. Le soleil commençait à descendre sur la ligne d'horizon lorsque la colonne de secours s'éloigna du village rasé, donc en direction de Nemossos, à travers les marécages de la Limagne. Moran n'a pas eu le temps d'apprécier les plaisirs de Nemossos, de monter jusqu'aux sources sacrées de Roya, de s'approcher du bosquet sacré des druides avec sa source, qui est aujourd'hui dans la crypte de l'église Notre-Dame-du-Port, bâtie à l'emplacement, clairement aujourd'hui. Cette source que célébraient les anciens dans le bosquet des druides. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut et plus loin, on voit bien, il y a le mont Doma, qui est aujourd'hui le Puy de Dôme, dédié à Teutates, le père de toutes les tribus. Et puis les montagnes rouges de Roya, percées de grottes, où vivent les ermites de Nemossos. L'expédition punitive est montée à la hâte. C'est Cassitalos, ce qui veut dire bouclier de bronze, qui commande l'expédition. Il a rassemblé 200 guerriers devant les lourdes portes de chêne, avec leurs chariots remplis de vivres. Les bannières flottent au vent, fichées au bout de leurs piques, tout orné du corbeau noir, c'est l'emblème du dieu Bran, qui fut le roi des deux Bretagnes. Les tambours des chamans battent déjà la marche, avec une lenteur implacable, martelant l'air, et les hommes se mettent à chanter, montés sur leurs petits chevaux de montagne aux jarrets solides. Et Moran a l'impression de participer à un grand rituel de mort et de sang, le prix du sang, pour que l'équilibre ne soit pas rompu. Il sait que l'esprit de Granos et celui de Luconios, loup des neiges, marchent avec lui.
Viljet her nu loja og medan man kvua teiruk og konkanar som jeg vil nu omrøa. Bjane vær godlig av heie, fra hans øyn og brande av reie. Sjurur og arven om, bjane vær godlig av heie. Hunding sine røyrandar knøyt her skjean kjørt og her. Ei dår vær og sør og noen teir bør og mode mer. Bjane vær godlig av heie, fra hans øyn og brande av reie. Sjurur og arven om, bjane vær godlig av heie. Favner ei dår armoren og glidrar heie, likkur greien ner ei gauur smyr favner han dykkur. Bjane vær godlig av heie, fra hans øyn og brande av reie. Sjurur og arven om, bjane vær godlig av heie. Han vær særa leikvart lånøy mellom manna heljar ruller opp ei kjøkjelle med stor allevjer som til heljar. Bjane vær godlig av heie, fra hans øyn og brande av reie. Sjurur og arven om, bjane vær godlig av heie. Et le village des Rameaux Rouges se trouve au bord du lac des Anciens, le lac Pavin aujourd'hui, qui est dans les monts d'Oryx. Et Cassitalos a prévenu. Nous savons que les Rameaux Rouges ont la garde de ce lieu sacré. C'est un lieu d'ancienne mémoire qui est là. Parce que le lac des Anciens, il occupe le cratère d'un ancien volcan. Et on dit que de puissants esprits habitent dans ces profondeurs. Et que les druides ont perdu le pouvoir qui permet de les invoquer. C'était connu des anciens encore déjà à leur époque. Donc la traversée des grands marécages de la Limagne, en route pour les monts d'Oryx, on voit les étendues d'Aulne jusqu'aux premières montagnes. Et Moran sait qu'il est un fils de l'Aulne, le Verna en gaulois. C'est l'arbre des marais que les Bretons appellent Gwern, Arverne qui veut dire le peuple de l'Aulne. Pour les Bretons, l'Aulne, c'est le signe d'alliance avec les Gaëls d'Irlande. Rien n'est pour rien. Et Moran chevauche aux côtés d'un barde, Cassius. Il admire un instant l'ardachement du cheval, ses sangles de couleur, ses plaques de cuir qui protègent le poitrail, les fourrures de renard en guise de tapis de sel, et puis l'herbe des hauts plateaux a remplacé depuis longtemps les roseaux de la Limagne. On monte, le chemin monte, des pierres roulent sur les sabots des chevaux. Des groupes d'hommes poussent les chariots, fouettent les chevaux d'attelage, hurlent des ordres. Au sommet du promontoire, Moran plisse les yeux et découvre la ligne des montagnes baignées de brume.
Le chemin descend à travers une forêt de sapins vers les vallées profondes en bas, les encaissements, avant de remonter à l'assaut de la montagne. Moran apprend que Cassios, le barde, connaît pas mal de choses sur l'histoire des rameaux rouges. Il sait que les Singorias ont longtemps marchandé avec les rameaux rouges, les fourrures et le minerai d'or qui vient des monts d'Oryx, et que Luconios, loup des neiges, son père, a été leur allié contre les Rutènes venus du sud. Il y a de nombreuses lunes de ça. À la halte, Cassios lui explique que le chef du clan des rameaux rouges est aujourd'hui une banshee, une femme chamane, liée à des esprits puissants. Les gardes surveillent les chariots et ceux qui ne dorment pas chuchotent autour des feux. Une ambiance de veillée militaire où tout le monde veille. Ils veillent à 2 pas de leur glaive, ils ne sont pas chez eux, ce territoire ne leur appartient pas et tout peut surgir de l'obscurité. Des démons ou des bêtes sauvages. On entend la mélopée du druide au bord de la rivière qui n'a pas cessé de dialoguer avec les esprits pour assurer le calme et la protection du camp la nuit. Aux premières lueurs de l'aube, on charge les chariots. Moran voit nettement le paysage en face de lui, l'emplacement des volcans qui constituent les monts d'Oryx, dont l'un des pics est couronné de neige. Une journée de marche, et du haut d'un promontoire, ils aperçoivent les reflets bleus du lac des Anciens en bas, entouré de hautes falaises. Le barde Cassios a l'air d'un spectre avec son maquillage de guerre et sa longue chevelure blanchie à l'argile. Les 200 cavaliers venus de Nemosos attendent sur la plateforme rocheuse, dans le piétinement des chevaux, la lance et de glaive des gens en position de combat. Une charge sauvage, c'est ce qu'a demandé Cassitalos, droit sur le lac. Et la charge commença. Le martèlement des chevaux était pareil au grondement d'un orage. La clameur d'un carnix résonna quelque part sur une hauteur. Une autre tombe d'alarme lui répondit. Moran voyait maintenant les eaux du lac qui miroitaient au soleil et les fumées blanches qui s'élevaient du village. Le barde Cassios a sorti la bannière à tête de corbeau et il galope vers les dernières rues du village. Surpris, les rameaux rouges ont opposé qu'une très faible résistance. Beaucoup ont fui dans la montagne.
Cassitalos pousse sa monture vers la flèche de chaume qui domine le village. Une hutte adossée à la montagne, celle de Doria, la meneuse du clan, chamane et druidesse à la fois, une banshee, une sorcière, qui régnait sur le clan des Rameaux Rouges. Et Moran se lance dans la même direction, confusément, et il sait que cette vengeance lui revient, à lui, pas à Cassitalos. En approchant de la grande hutte, Moran voit les totems dressés de chaque côté du chemin, à demi cachés par les fourrés, d'autres totems attachés à des branches basses, certains traversés de part en part par des os et des clous. Cassitalos a sauté de son cheval, et il marche vers la hutte, le glaive à la main. À peine entré, il fait un pas en arrière. La grande pièce est éclairée par les flammes d'un feu qui brûle dans un récipient de terre. Une femme à la longue chevelure se tient devant le feu, vêtue d'une tunique de fourrure et de brais de peau à la mode arverne. Ses tibias sont entourés de fourrure, et des colliers de métal brillent à sa poitrine. Sa chevelure noire tombe sur ses épaules comme des ailes de corbeau. Une odeur de peau de bête et de sueur se dégage d'elle. Son visage aux pommettes hautes porte les tatouages rituels du clan. Elle attend, immobile, son poignard à la main. Son visage est enduit d'argile verte, sauf les yeux entourés de cercles blancs et rouges. L'un des guerriers de Nemesos dépasse tout le monde et se rue sur la grande prêtresse du clan. Le poignard fend l'air et il recule, une grimace de souffrance sur le visage. « Mon bras, il bouge plus. J'ai du mal à respirer. Attention, sa lame est empoisonnée. » En quelques instants, il est sur le sol, roulé en boule, suffocant, le visage aux limites de la suffocation. Ses mains se crispent sur sa poitrine, à l'emplacement du cœur. Il a une dernière convulsion et il ne bouge plus, transformé en bûche de bois. « N'avance pas, Moran !» crie Cassitalos, en menaçant Doria de son glaive. Moran ne bouge pas, son épée inutile à la main. Il regarde avec intensité le regard de Doria, cherche ses pensées, ses sensations, derrière le maquillage de guerre. Un sanglot attire son attention. Tous regardent dans le fond de la cabane, dans le coin le plus sombre. Cassitalos lève sa torche et éclaire le corps accroupi sur un lit de fourrure. C'est une jeune fille, presque une enfant, vêtue comme Doria, et dont le visage aux grands yeux porte les mêmes tatouages rituels. Ses yeux vifs roulent dans tous les sens, comme ceux d'un animal traqué. « C'est ta fille ? C'est Siana, ma fille. Vous allez mourir, toi et ton ami. » Moran regarde l'apparition, la bouche ouverte, la parole coupée. Il reconnaît le visage et la lueur qui passe dans les yeux de l'enfant. C'est le visage qu'il a vu dans ses rêves, avant l'incendie de Dalo. C'est à ce visage, à cet enfant qu'il a rêvé. Cette chevelure enduite d'argile rouge, nouée en tresses serrées, la bordure des yeux tatoués, ce collier d'os qu'elle porte autour du cou, le vêtement de fourrure noué à la taille. Elle a peur. Elle sent tout à coup que la magie de sa mère ne peut rien pour elle. Cassitalos fait un pas en avant dans la pièce, la fureur dans les yeux. « Moran, nous venons de trouver un nid de vipères. » Il fait un bond sans chercher à éviter la lame empoisonnée, pariant sur la vitesse de son bras. Doria s'affaisse sur les genoux comme un pantin de bois. Il frappe une deuxième fois en hurlant des malédictions et la tête de la banshee roule au sol. Il s'empare de la tête, sous les yeux de la gamine terrifiée, et s'asperge de sang sur tout le corps en poussant son cri de victoire. Cassitalos avance, son glaive à la main, brandissant la tête comme un trophée. Il s'approche de Siana, la fille de la banshee, et il était prêt à lui détacher la tête d'un seul coup de glaive, comme s'il mettait fin à une horrible couvée de monstres. « Charogne puante !» hurle-t-il. Moran se jette sur lui, haletant, retient son bras. « Non, Cassitalos, pas elle. Il y a eu assez de morts, et ce n'est qu'une enfant. Tout finit bien, nous avons vengé les Singoria, que veux-tu de plus ?»« Aucun survivant. C'est bien ce qu'a dit le druide Sego avant le départ de Nemesos. » Il marque un temps d'arrêt, observe l'enfant terrifié, qui pleure et tremble dans ses fourrures, puis il rengaine son glaive. « Je vais faire une exception pour toi. Elle ne mourra pas. J'en fais mon esclave et je la ramène à Nemesos. Tu dois savoir aussi que j'ai droit de vie et de mort sur elle. Le marché te convient, en souvenir de cette grande journée ?
Moran accepte, le désespoir au cœur. Les sanglots de l'enfant lui nouent la gorge, il a du mal à respirer. Il se demande pourquoi son visage est descendu dans ses rêves, annonciateur de mort, plusieurs nuits avant l'incendie de Dallot. Le guerrier Arverne explore la hutte et revient vers Moran. « J'ai trouvé ça dans le coffre de cette sorcière, le doigt de ton frère avec la bague. » Il lui tend le trophée macabre, soigneusement plié dans un linge. « Je te remercie, Cassitalos. »« De rien, Moran, ce fut un combat facile et j'ai gagné une esclave. » Sa cuirasse, ses jambières de daim étaient couvertes du sang de Doria. Il suspendit la tête à sa ceinture et la nouant solidement par les cheveux, et il poussa Siana devant lui. « La gamine a de la chance. Elle partira pour Némossos dans un chariot. Mieux vaut ça que de se servir de nourriture aux corbeaux. » Moran vit Siana traîner au bout d'une corde quand hissée dans un chariot. Sur le chemin du retour, Moran s'approcha plusieurs fois pour apercevoir le visage de Siana. La gamine se tenait prostrée sur le tas de fourrure. On lui avait passé un collier de cuir autour du cou comme à un animal sauvage, et une corde la retenait à l'un des montants du chariot. Elle leva les yeux et rencontra le regard de Moran. Il détourna la tête et il poussa son cheval le long de la colonne, avec une sensation de glace au fond du cœur. Affadi voyach, savadi guwach, affadi voyach, gurmar moguwart, affadi voyach, gurtuach huimi, segak mi bronoch, gandoyer tutan. Affadi voyach, gurmor maguwart, gurtrich mi kinje chakash mi maner, gatte juawin, gach kinjen tu, bitia vi voyach, jim yogach te viam, affadi voyach, avadi guwach, avadi voyach, gurmor maguwart, affadi voyach, gurtuach huimi, sugak mi bronoch, gandoyer tutan. Némossos, à l'arrivée de l'automne. C'est bientôt la fête celtique de Samonios, le Trinox, les 3 nuits de Samonios. Plus haut, il y a le domaine de Cassitalos. Ses champs, les bâtiments de bois surmontés d'une tour de guet, ce qui montre l'importance de ce personnage dans Némossos à l'époque, et dans son domaine, Siana retenue, esclave, travaillant au marnage. Clermont-Ferrand aujourd'hui, le village gaulois au pied des volcans. Après les dernières huttes de Némossos, la Tyrtène, ce ruisseau de montagne qui descend depuis les hauteurs, qui s'enfonce dans les sous-bois à travers les sapins. Il prend sa source au lieu dit la Fond de l'Arbre, dans Roya, dans la Montagne Rouge. La Fond de l'Arbre, la source et l'arbre. Une fois de plus, toujours les grands symboles rituels des croyances de cette époque réunis dans les lieux les plus sacrés. La source de la Tyrtène qui descend des hauteurs de Roya. Source sacrée et rivière sacrée à l'époque. Et Moran monte jusqu'à la hutte du barde Cassios. Il veut en savoir plus. Le barde se redresse sur ses fourrures, les jambes croisées. Cassios lui tend une outre d'hydromel. Bois un peu, Moran, la boisson donne des visions et délie la langue. Moi, je suis en verve et en pleine inspiration. Je termine un chant sur ton père, sur l'eau des neiges. Sur mon père? As-tu déjà entendu les bardes chanter les louanges de ton père? Oui, à Djaros et les druides de Dallot. Ils ne sont pas les seuls. Connais-tu sa campagne dans les monts d'Oryx, aux côtés des rames rouges?
Non, je sais seulement qu'il a défendu la passe contre les Lemovis. Je crois qu'à ce moment-là, les rames rouges sont devenus neutres et que nous avons pu commercer avec eux. Si l'on veut. Moran boit une lampée d'hydromel, garde un moment le silence, en fixant les flammes du feu. Tu veux entendre ce chant, Moran? Je n'ai pas besoin de mon tambour d'invocation. Il est là, à portée de mes lèvres. Je veux bien. Il désigne une gourde de peau suspendue à une poutre. Il y a de la bière, tu peux te servir. Et maintenant, invoquons Luconios, loup des neiges. Son visage couvert de taches de rousseur tendit vers l'avant. Il ferma les yeux, toucha son collier d'os, puis étendit les mains au-dessus des flammes. Les corbeaux accompagnèrent Luconios et l'armée des Singoria toute la matinée. Il rejoignit les guerriers du Rameau Rouge sur la rive du lac, et ils marchèrent vers la passe rocheuse qui permet de quitter le pays Arverne. On dit que Luconios était entré en guerre parce que les Rutènes menaçaient le lac des Anciens. Ils franchirent la passe et ils déferlèrent en territoire ennemi, rasant et brûlant les villages, jusqu'aux lignes de défense des Rutènes, fantassins et cavaliers groupés dans la plaine. Dans l'air flottait le chant des muletiers et les hennissements des chevaux. Le choc fut terrible. Luconios ne tira pas l'épée, ni la hache de combat. Il se contenta de manier la cravache de cuir qui sert habituellement à fouetter les chevaux. Il confia qu'il voulait leur montrer la puissance des Singoria, leur faire sentir l'injure de cette cravache qui n'a rien d'un combat d'honneur, l'arme à la main. Plus haut dans le ciel, une nuée de corbeaux menait la chasse sauvage, remplissant l'espace de leurs cris de terreur, pendant que Luconios fendait l'air de sa cravache. Un groupe de rameaux rouges, portant des peintures de guerre, défendait l'espace autour de lui. Le visage de Cassios semble frappé d'étonnement, et le ton de sa voix n'est plus le même. Une femme l'accompagne. Elle chevauche à la droite de Loup des Neiges. Ses fourrures sont noires. Ses cheveux se dressent comme des flammes. Elle lance des imprécations sur les ennemis, et tout à coup, la foudre du ciel lui répond. Qui est cette femme, Cassios? Le barde secoue la tête comme pour échapper aux images qui dansent dans sa cervelle. Je ne sais pas. Cette histoire est sortie de moi sans demander mon avis. Considère ça comme le délire fiévreux d'un barde, ivre d'hydromel. Moran plonge ses yeux dans ceux de Cassios, soutenant son regard. Il cherche la faille, le mensonge, ou simplement l'ivresse. Tu doutes de ce que tu viens de dire, Cassios? Je croyais qu'un barde ne doutait jamais de ses visions. Ma mère est morte il y a longtemps, et mon père n'a jamais couru après les femelles arvernes. Quelle femme pouvait être à ses côtés ce jour-là? Un fantôme, un esprit né du vide, ou une femme de chair et de sang? Je n'ai aucune réponse, Moran. Tu m'as demandé une autorisation pour entrer à Royag. Tu dois avoir une idée en tête, non? Oui, interroger ceux qui savent. C'est bien ainsi qu'on appelle ceux qui vivent dans les grottes. Alors demande le druide Mogruit. C'est un Gaël, venu de la lointaine Bretagne. Pas vraiment un druide, mais un faiseur de magie, capable d'invoquer des forces redoutables. C'est ce que racontent les druides de Nemossos. Va lui parler et fais-toi connaître. Dis-lui que Cassios t'envoie vers lui. Moran ne parla pas de Siana, la fille de la Banshee qu'il avait vue en rêve, devenue l'esclave de Cassitalos. L'histoire raconte qu'il arracha Siana aux mains de son bourreau, juste avant les célébrations du Trinox, avec l'aide du clan des Vaidonas, les Flammes Noires, qui habitent le village de Coro, pas très loin de Clermont, Nemossos, aujourd'hui Coran, où de nombreuses fouilles archéologiques ont été faites. Avec l'aide des Vaidonas, je ne vais pas vous raconter les détails de la libération de Siana, mais Siana est devenue une figure emblématique du peuple arverne, des siècles plus tard, puisque à l'époque, les versions historiques, c'est un peu avant, à l'époque gauloise presque contemporaine, on va dire, par rapport à ce dont je parle, la divinité des monts d'Oryx s'appelle Siana. Elle est devenue une divinité protectrice pour tout le peuple arverne.
Catualos, le chef des Vaidonas, a recueilli Moran et Siana dans son village de Coro. Et on se demande bien pourquoi. Ces chamans avaient réussi à le convaincre qu'un danger viendrait du lac des Anciens. Un mal difficile à combattre, qui ravagerait tout le pays Arverne. Pour eux, Moran et Siana, sans qu'ils le sachent, avaient été désignés par le dieu Maponos, le dieu des sources et des volcans, pour faire taire la menace. Les Catualos, comme tous les chefs de guerre, faisaient confiance aux visions des druides. Moran savait ce qu'on disait de Catualos. Ses enfants avaient été tués sous ses yeux pendant le raid des Rutènes, et sa femme emmenée comme esclave de l'autre côté des montagnes. Moran savait surtout ce que les bardes racontaient au sujet de Catualos. La vengeance habitait son cœur depuis de nombreuses lunes, on racontait. Pour s'en convaincre, il suffisait d'observer son harnachement. Catualos est vêtu de fourrure, ainsi que de fragments d'armure qu'il arrache à des cadavres d'ennemis. Et on voit sur son bouclier l'emblème du clan des Vaidonas, les Flammes Noires, qui occupent le village de Coro, au sud de Nemesis. Bran va voir Catualos dans sa hutte, il veut voir Siana lui parler, il demande au chef des Vaidonas ce qu'il compte faire de la fille. Je veux simplement la voir et lui parler. Elle n'est pas mon esclave, elle peut se déplacer librement. Elle partagera la nourriture des femmes dans la grande ferme à l'ouest du village. Je n'ai pas pu faire mieux. C'est une gamine hantée par les récits de sa mère, difficile à dompter, et les druidesses de Coro n'en voudront pas. Moran essaie de saisir les intentions de Catualos, mais tout reste flou. Il vient de faire pour lui, en libérant Siana des mains de Cassitalos, en osant l'affronter, ce que son père aurait fait dans les mêmes circonstances. Mais il n'était pas son père, et son attitude reste une énigme pour Moran. Tu trouveras sa hutte dans le quartier des artisans, près de l'échoppe du forgeron. Dehors, on se prépare à fêter Samonios. Qu'est-ce qui différencie un Vaidonas, le nouveau clan dans lequel est Moran, d'un Singoria? Moran se posa la question en traversant le camp où chacun se préparait pour le Trinox, les 3 nuits de Samonios avec les feux rituels, les libations. Peut-être toutes ces fêtes étaient les mêmes, mais il y avait à Coro, là où il était, les têtes coupées qui pourrissaient, suspendues au portique d'entrée, et l'énorme fosse de terre qui servait à l'abattage rituel, la magie du sang partout présente, ce qu'on ne trouvait pas dans le village des Singoria. Coro était connu pour ses têtes coupées et pour l'abattage rituel de ses animaux. Ici, le sang servait à nourrir la terre-mère, comme dans les anciennes pratiques rituelles. À l'époque où les volcans crachaient des flammes, où les dragons vivaient dans les cavernes, bien longtemps avant l'histoire de Bran. Chaque volcan est un dragon endormi, lui avait dit un jour Adjaros, le druide de Dalo. Mais il n'avait jamais vu le monstre des légendes dont on parlait. Déployant ses ailes de feu, c'était dans les légendes. Seuls les chamans affirmaient qu'ils n'avaient pas disparu et qu'ils logeaient dans quelques gouffres perdus, qu'on pouvait les trouver. Et qu'un guerrier, même monté sur un cheval rapide, ne pouvait pas trouver leur piste, parce qu'il lui manquait le pouvoir et la vision. Des fumées noires s'élèvent dans l'air, on entend le mugissement des bestiaux affolés par l'odeur du sang pour l'abattage dans l'enclos. Un vent froid soulève des tourbillons de feuilles mortes, et les flammes du feu se tordent sous les rafales du vent, menacent de s'éteindre, se redressent comme si elles répondaient aux mélopées des chamans. L'ambiance est à l'ivresse, au chant, aux mélopées. Pendant les nuits du Trinox, les héros et les ancêtres sont conviés au banquet. Pour les Arvernes, la pleine lune de Samonios indique le moment de l'année où la porte s'ouvre entre les deux mondes, où la rencontre peut se faire avec les défunts. Ces croyances sont celles de Moran comme de tous les Arvernes. Il se souvenait des enseignements d'Adjaros. Le temps n'est pas linéaire comme le montre le cycle des saisons. Il tourne comme la roue d'un char, et tout revient sans cesse. La première nuit du Trinox, avant de monter jusqu'à la hutte de Siana, il se mêla un moment au chant des hommes, aux libations qui célébraient Samonios.
la hutte de Siana, Moran aperçoit la tête d'un corbeau aux yeux morts fiché sur une pique. Il se demande si la jeune fille a emblématisé sa hutte ou s'il s'agit d'un totem rituel des Vaidonas. Il pousse la lourde tenture de cuir, baisse la tête, pénètre dans la hutte. Elle se tient immobile, assise devant le feu, les mains tendues comme si elle attisait les braises. Son visage est le même, cette chevelure enduite d'argile rouge, nouée en tresses serrées, le tatouage rituel autour des yeux, et ce collier d'os qu'elle porte sur ses fourrures. Quel âge a-t-elle? 15 ans, peut-être 16 hivers. Difficile de lui donner un âge. La finesse des traits contraste avec la dureté du regard. Une biche aux abois et le regard de feu d'une louve. Résume Moran, pas très à l'aise, et pas très sur ses déductions. Tu es Siana, et tu es Moran, fils de loup des neiges. Je devrais te remercier et invoquer les dieux sur toi, mais je n'oublie pas que ton peuple a apporté la mort dans ma maison, et que tu as le sang de ma mère sur les mains. Que dois-je répondre? Que les rameaux rouges ont massacré ma famille et détruit mon village? Nous portons la même souffrance, nous partageons la même épreuve. La fille de la banshee ferme les yeux un long moment, sa respiration se fait plus rapide, et ses lèvres murmurent des mots dans un dialecte inconnu. Je t'avais déjà rencontré bien avant la razzia sur les monts d'Oryx, quelques jours avant l'incendie de Dalo. Je t'ai vu dans un rêve, le même visage, mais tes lèvres étaient muettes, fermées par la peur, et il me semblait que ton regard m'implorait, demandait de l'aide. Voilà pourquoi j'ai supplié Cassitalos de t'épargner. Elle relève la tête, garde un moment le silence sans quitter Moran des yeux, puis répond avec ironie. C'est une belle histoire, Moran. Il faudra que tu en parles au chaman de ton nouveau clan. Je ne me souviens pas t'avoir visité en rêve. Et il y a aussi cette bague qui appartenait à Loup des Neiges, et que les rameaux rouges ont pris sur le corps de mon frère Granos. Je reconnais la pierre. Elle vient du lac des Anciens. C'est une pierre de pouvoir. Ma mère portait la même. Son visage ne trahit aucune surprise, aucune émotion. Moran la soupçonne d'avoir déjà repéré la bague dès son entrée dans la hutte. Cette pierre appartient au rameau rouge. Le meilleur pour toi serait de la ramener où ton père l'a trouvée. Moi, je n'ai aucune réponse à te donner. Il quitte la hutte avec un geste d'humeur. Il y a à la fois de la douleur, du désir et du mépris dans la voix de Siana. Et là, extrait directement du livre que j'écris, cette sensation ne quitte pas, malgré le vacarme du camp, les chants des hommes, les invocations lancées dans la nuit. La porte allait s'ouvrir entre les deux mondes, pense Moran. Alors on verrait bien. Il vida une outre d'hydromel avec un groupe de guerriers Vaidonas, mâcha une herbe donnée par les chamans et remonta jusqu'à sa hutte, loin de la foule, comme un ermite. Il prépara un repas d'orge et de lard fumé aux plantes qu'il disposa dans 3 écuelles au bord du feu. L'une était pour son père Luconios, loup des neiges, l'autre pour sa mère, et la 3e pour son frère Granos. L'ivresse avait gagné son esprit, et il s'allongea sur ses fourrures, serrant très fort la bague dans son poing fermé. Ce fut une nuit pleine de douceur, et il crut un instant qu'il allait aborder aux îles bienheureuses, là où vivent les immortels. Il se détacha lentement de son corps et se mit à flotter, loin de la hutte, dans une belle lumière dorée, plus haut, plus loin. Il survola des fjords de neige, des lacs aux eaux flamboyantes. Il se déploya comme l'aigle des montagnes, et puis la peur l'étreignit, un grand froid l'envahit et paralysa ses membres. Ses ailes merveilleuses étaient devenues des moignons sanglants privés de bras, et il tomba comme une pierre à travers une épaisse nappe de brouillard. Il pouvait de nouveau entendre les battements de tambour qui accompagnaient sa chute, accélérant le rythme comme s'il sortait de son propre cœur. Moran se retrouva face à une falaise noire, sans ouverture. Il pouvait s'y fracasser ou passer sans encombre. Sans même penser à fermer les yeux, il traversa l'obstacle, comme si son corps était fait avec de la dilution de brouillard. L'espace était sombre, vaguement éclairé par les braises d'un feu qu'il devinait plus bas. Il reconnut l'odeur de noisetier brûlé, mêlée à d'autres fumigations. Moran comprit qu'il se trouvait dans la hutte de Siana, sous une forme qui n'était pas la sienne.
Elle dormait un peu plus bas, recouverte de fourrure, la tête renversée, sa longue chevelure déployée, les yeux à demi ouverts. Il tendit l'oreille. Il lui sembla qu'elle chantait dans son sommeil. Il descendit sans comprendre, jusqu'à toucher son corps, prit la forme d'un serpent, rampa sur son visage et pénétra dans l'un de ses yeux, sans effort, sans aucune sensation. Il réveilla d'étranges images dans sa mémoire, des étreintes sauvages dans des tertres glacés, des tempêtes de neige, la chaleur des fourrures, la morsure des corps. Morane refusait de partir, de quitter le corps de sa victime. Elle chantait toujours dans son sommeil. La mélopée se fit plus forte, et le cœur de Morane se mit à cogner comme 1000 tambours de guerre. Il se retrouva, assis sur sa couche, en sueur, une barre de fer entre les tempes, la nausée au ventre. Autour de lui, les écuelles des ancêtres avaient été renversées, piétinées, comme si un violent combat avait eu lieu en son absence. Ididi oralio, ralio, ralio, ididi oralio, monianda spooie, nina que de vilangun, que dias nasanur, piarlam hingna mil kroon, nandure que tu pogla, ididi oralio, ralio, ralio, ididi oralio, monianda spooie, nina que de vilam valt, que dias nasan hiart, smiken durik gallat, is jachan jeklish liatach, ididi oralio, ralio, ralio, ididi oralio, monianda spooie, va minam go mar hjart, va minam huren daing jaga, Shimus grip uk milesav, getamin drast sholak, ididi oralio, ralio, ralio, ididi oralio, monianda spooie. À ce moment-là, Nemessos, Clermont-Ferrand, est surmonté par la montagne rouge, qui est Roya aujourd'hui, creusée de grottes. Ces grottes sont toujours là, aujourd'hui la grotte des Fées, etc., la grotte des Laveuses, la grotte rouge, cette montagne truffée dans la pouzzolane, dans la volcanique rouge. C'était la montagne interdite où vivaient les ermites, ceux qui avaient la connaissance. Il y avait accès, on pouvait entrer qu'avec une autorisation particulière. La troisième nuit du Trinox, Morane, on va dire, avec l'appui du barde Cassius, Morane accède à la montagne rouge. Il longe la Tyrtène, la rivière au-dessus de Namossos, jusqu'à la grotte de Magorit, le fameux ermite dont lui a parlé Cassius. Une grotte éclairée par un brasero, des parois qui sointent l'humidité, tendues de peau de loup. Le fauteuil de l'ermite est taillé dans une souche d'arbre, décorée de bois de cerf, au milieu de la grotte. Son visage est celui d'un vieillard, creusé de rides, mais le maquillage rituel lui donne des airs particuliers, ceux d'un oiseau de proie, d'un animal qui est à la frontière de deux mondes quasiment. Ses longs cheveux blonds sont constellés de morceaux d'os, de débris de feuillage, de plumes d'oiseaux. Il est là sur sa souche d'arbre, dans sa grotte. Pendant de longs mois, ton père a partagé la couche de la Banshee d'Oria. Et peut-être même ses secrets. C'est ce que lui raconte le druide. Ils n'ont pas eu d'enfant. Siana est née des copulations de sa mère avec un guerrier venu de la montagne longue à Vélave. Et sur le lac des Anciens, qui occupe les dents bouches du volcan éteint,
Nos ancêtres l'ont connu dans sa gloire terrible, quand il crachait le feu vers le ciel. Aujourd'hui, c'est un lac très profond, aux eaux noires. Et quel est l'intérêt de ce lac? Le druide, l'ermite, relève la tête et observe Moran. Ton père a fait de nombreux voyages chez les Rameaux Rouges. Il t'a jamais parlé du lac? J'en sais peu de choses, qu'il appartient à l'ancienne histoire, que des démons habitent dans ses profondeurs. C'est un peu ça, Moran. Les rives du lac étaient habitées par des arvernes il y a bien longtemps, à l'époque où nos ancêtres apprenaient à forger le fer. Ils étaient liés à des dieux puissants qui régnaient dans les profondeurs du lac, des dieux aujourd'hui oubliés, dont les noms ont disparu de la mémoire des hommes. Certains disent que la Banshee Doria, des Rameaux Rouges, avait le pouvoir de parler avec les esprits du lac, le pouvoir de les réveiller. Et c'est quoi les esprits du lac? L'esprit du volcan, le feu du dragon. Les pierres de pouvoir neutralisent la force qui dort en dessous. La Banshee Doria a sans doute tenté de réveiller l'esprit du lac des anciens. Et le massacre des Singoria, il lui fallait la pierre de pouvoir qu'elle partageait avec son père, avec ton père. Tous les deux avaient accès. Ton père a vécu longtemps chez les Rameaux Rouges, et lui aussi avait le pouvoir de parler à l'esprit du lac. Comme la Banshee Doria, les deux pierres sont liées au contact possible avec cet esprit. Et quelle est la puissance de cet esprit? S'il est réveillé, c'est le dragon des légendes. Il crache le feu. Il détruit tout le pays Arverne. Et Moran rentre à Coro, la cervelle un peu chancelante, le réveil d'un volcan, on pourrait dire en termes modernes. Retour à Coro, surprise, Siana a disparu. La hutte est vide. Est partie. Elle s'est tirée de Coro. Où? Moran pense, et c'est évident, qu'elle cherche à rejoindre son village, celui des Rameaux Rouges dans les monts d'Oryx. Et il part à sa recherche, lui aussi, aidé par une poignée de guerriers Vaïdonas. En hiver, la neige, elle aussi, j'imagine, dans sa fuite, tentant de retourner dans les monts d'Oryx, dans son village, à travers les congères de neige, les tourmentes, l'impossibilité de traverser quasiment le pays. Comment peut-elle faire sinon périr en route? Eux aussi, à sa recherche, c'est la même chose, une aventure impossible, quasiment impossible. Je ne vais pas tout vous raconter, je vous dis que c'est la trame d'un livre, en 2 volumes, les temps mythologiques des Arvernes, donc bien sûr, jusqu'à Vercingétorix, tome 2, à la fin du volume, c'est-à-dire les temps historiques après. Donc, ce qu'on sait de l'histoire, c'est que Moran a réussi à atteindre les monts d'Oryx. Oui, malgré toutes les épreuves de la route. Les Rutènes, venus du sud du Languedoc, menacent le lac des Anciens. Mais Nemosos s'en fout, les Rutènes sont loin encore. Il n'y a pas d'urgence pour eux. Mais Moran et Siana se sont retrouvés pour une autre raison que celle des Rutènes qui sont loin encore. Protéger le lac et neutraliser l'esprit qui s'agite dans les profondeurs, l'esprit réveillé par la Banshee. Pendant le temps qu'ils ont vécu ensemble dans ce village, ces journées au milieu des Rameaux Rouges, elle lui apprend des choses qu'elle a héritées de sa mère, bien sûr. Ces blocs de granit qu'on voit comme ça au milieu d'un chemin, des blocs de granit. On dit que le dieu Borvo, celui qui vomit les flammes, les a fait rouler du haut de la montagne. Les druides disent que ce sont des bornes magiques. À partir de là, ce que tu vas rencontrer n'est pas obligatoirement naturel. Il peut appartenir au monde des esprits. Elle lui montre les espaces, les bornes magiques, les emplacements à partir duquel des décalages se font sensoriels, où on peut glisser d'un monde dans l'autre, le peu qu'elle sait, par l'intuition, par sa nature même, et parce que sa mère lui a enseigné. Catualos et ses Vaïdonas, ce sont les seuls qui les ont rejoints pour protéger le lac des Anciens de l'arrivée des Rutènes.
Pour Nemossos, les Rutènes sont loin, il n'y a pas urgence. L'arrivée de Catualos, un soir, la menace s'est précisée. C'était pas les Rutènes. La terre s'est mise à trembler. Et une large fissure s'est ouverte sur le flanc nord des monts Doryx. Aucun druide de Nemossos croyait au réveil de l'esprit du volcan, qui crachait ses flammes et ravagerait tout le pays des Arvernes. C'était ça. Eux avaient la perception immédiate de ce qui pouvait se passer. Siana et Moran, les pierres de pouvoir, celles de leur famille, liées à l'esprit du lac des Anciens. Mais la bande Chidoria est morte en emportant ses secrets. Siana ne sait pas comment communiquer avec l'esprit du lac pour l'apaiser et empêcher son réveil. Alors il décide de se rapprocher du lac, de descendre jusqu'au bord. Là, je lis, c'est mon livre, enfin un extrait. Ils approchaient d'un rideau d'aulne vert, dernier obstacle avant le bord du lac, plus solide que les roseaux des marécages. Ils avançaient de nouveau dans le brouillard, et un souvenir d'enfance revint à la mémoire de Moran. C'est avec les troncs élancés de l'aulne vert, l'aulne des montagnes, qu'ont taillé les pilotiers les pieux des palissades. Miadjaros lui avait confié un secret connu seulement des druides. L'aulne vert servait aussi à faire des sifflets, pour appeler les élémentaires de l'air. Cette odeur d'aulne sauvage réveillait des souvenirs de sa première enfance. Il avait 5 ou 6 hivers, guère plus, et chaque matin, sa mère veillait à la propreté de la hutte. Il le revoyait dans sa robe de lin, ses longs cheveux noués en tresse. De bon matin, elle éparpillait sur le sol des feuilles d'aulne fraîchement cueillies, encore toutes humides de rosée. Les parasites, les insectes, les bestioles qui rampent s'y rassemblaient en masse, sans se douter du piège. Il lui suffisait alors de récupérer toutes les feuilles et de les jeter dans le feu. Chaque matin, il se réveillait avec l'odeur de l'aulne et la vision de sa mère agenouillée sur le sol, qui nettoyait la hutte. C'était la manière arverne de nettoyer les huttes à l'époque. Elle mourut de la fièvre des marais, la veille de la fête de Belten, et son corps fut incinéré par les druides de Dalo. Dans la mémoire de Moran, les senteurs de l'aulne vert qui embaumaient la hutte lui rappelaient son enfance. Un instant, il sentit la présence de sa mère par-dessus son épaule, sa chaleur bienfaisante comme un bouclier. Ces aulnes, pense-t-il, sont mes alliés. Et une force nouvelle se réveilla dans son sang, quelque chose de dur et de compact, comme la pierre calée dans la fronde, fait d'audace et de témérité, qui lui donnait des ailes pour voler et des griffes pour combattre. Les signes du réveil de l'esprit, les sources bouillonnantes qui apparaissent, ces sources d'eau chaude d'un seul coup qui surgissent du sol, là où avant il n'y avait rien, des fractures dans le sol, le comportement des animaux, plus de chants d'oiseaux sur les rives du lac, la terre qui a tremblé à de nombreuses reprises. Le bord du lac, l'eau au reflet sombre, le réveil du dragon, c'est les anciennes légendes, ça. Et il y a l'incroyable profondeur du lac, toujours aujourd'hui du lac Pavin, l'incroyable profondeur. Moran dira à Catualos, pour descendre jusqu'au fond, il faudrait le souffle du dieu Maponos lui-même. Ça veut dire que tu vas pas bien loin sans mourir asphyxié. C'est justement l'idée de Siana, des pierres de pouvoir, qu'elle prend avec elle, au bord du lac. La dernière vision de Moran, Siana, déterminée, le visage recouvert de peintures rituelles, munie des pierres de pouvoir, prête à plonger dans le lac. Ce qu'elle fait. Catualos, les Vaidonas et Moran attendent au bord du lac que Siana remonte à la surface. Ils attendent longtemps, très longtemps, jusqu'au soir, au-delà. Elle a disparu, morte, noyée. Ce qu'éprouve Moran, c'est une infinie tristesse, et en même temps, il sait qu'elle a réussi à endormir le monstre. La terre ne tremble plus. Le dragon ne crachera plus ses flammes sur le pays des Arvernes, comme il l'avait souvent fait dans l'ancienne histoire. Il sait qu'elle a réussi à dompter le monstre. Où est-elle?
Selon les croyances des druides, rien ne disparaît jamais, bien sûr. Cette tristesse en même temps est doublée d'ardeur. Il continue à vivre, bien sûr. Et Siana devient très vite, dans l'imaginaire, les croyances des Gaulois, d'Arverne, des Arvernes, de ce pays, d'Auvergne, la divinité des Mondorix. Longtemps après, bien sûr. Donc sa plongée dans le lac, on peut le voir comme un défi à la divinité, et peut-être, pour les chamans, qu'elle a réussi son voyage, son parcours, qu'elle est passée ailleurs, c'est tout, que la rencontre s'est faite, qu'elle a pu communiquer avec l'esprit. Ça, c'est un autre plan de réalité, auquel croit Morane, auquel croient tous les chamans, les druides de l'époque, auquel croient la plupart des Arvernes auxquels on parle. C'est une même croyance qui les lie. Si bien très vite, la légende de Siana sera chantée par les bardes, sous toutes ses formes. Ramon var seg en bedre mann om han hadde bedre kleder. Dronningen gav han en kleder på stand av plågaren bast og leder. Sådant vil jeg ikke ha, sagte Ramond. Sådant står meg ikke bra, sagte Ramond din unke. Ramond gikk seg ved Saltnes strand, der så han sin hjelterstande. Tager jeg Ramond på min minste hånd, og kaster ham langt fra landet. Det gør ikke ene do, sagte Ramond. I må komme alles ut, sagte Ramond til unge. Ramond tok til sitt dyre sverd, det han hadde dumling
Oui, à cette époque, c'est pas que la Gaule, avec ses tribus, toute l'Europe est celtique. L'Irlande, évidemment, l'un des berceaux de toute l'histoire. La Bretagne, qu'on appelle la Grande-Bretagne, il y avait les deux Bretagnes, la Petite-Bretagne et la Grande-Bretagne. Et Bran, l'un des héros des légendes celtiques, régnait sur les deux Bretagnes, qui étaient le même empire à l'époque. Empire, c'est un mot, c'est pas le mot empire. Avec des dialectes qui étaient les mêmes, des variantes, bien sûr, qui étaient plutôt de... La langue parlée était la même, avec des variantes qui donnaient certains dialectes un peu différents. Tous ces terroirs en Belgique, en Écosse, Pays de Galles, au-delà, bien au-delà, puisqu'on retrouve, on retrouva, mais dans cette Europe celtique, il y a eu ce moment de l'histoire auquel Moran a participé, peu après la disparition de Siana, à la fois pour faire taire sa douleur et parce que son ardeur l'emmenait plus loin, au-delà, dans le grand mouvement de ce peuple. Ça a été la marche des tribus gauloises sur Rome en 280 et des poussières avant Jésus-Christ. Cette marche sur Rome, des tribus, des clans qui sont formés, alliés, venus de différents terroirs, territoires de Gaule et d'Europe aussi, qui ont formé cette grande... Cette horde qui a déferlé sur Rome, a saccagé Rome, pillé Rome. Et le départ, c'était pas le départ de cavaliers harnachés pour la guerre seulement, on amène les chariots et les vivres en même temps. C'est une longue colonne qui part, qui descend, qui traverse la Gaule et rentre en Italie, au pays du vin, du soleil, des vignobles. On est au sud à ce moment-là. Rome, qui est autre chose déjà, qui n'est pas la Rome des Césars, qui n'est pas la Rome puissante des Césars encore, mais qui est Rome, une ville, et non plus un gros village gaulois. Comme il n'existe pas de ville gauloise. Il y a des gros villages comme Nemossos, qui est Clermont-Ferrand aujourd'hui par exemple. Donc cette marche sur Rome, ce départ, dans le grand mouvement des chariots et la horde en marche.
Ouais, ce fut la longue marche des tribus gauloises. Alors les pillages, bien sûr, mais ils n'ont jamais cherché à coloniser un pays, à y imposer leur dieu, par exemple. C'est impensable. Ce qu'ont fait d'autres peuples, d'autres religions, qui ont un dieu unique, et dont le message est de convertir l'humanité entière à ce dieu. Les dieux des Gaulois, des Celtes, ne sont pas exportables. Ils sont liés à une localité, à une source, à un arbre, à un lieu, à un rocher. Le dieu Maponos d'une source précise que je connais à Roya, tu vas pas le mettre à l'autre bout de la planète, ça n'a aucun sens, quoi. Il est lié à l'endroit, là, localement, à la source. Donc, il n'y a jamais eu la tentative d'imposer leur dieu aux autres. C'est le pillage et on rentre chez soi. Pillage de Rome, mais jusqu'à Delphes, en Grèce. Pillage du temple d'Apollon. Il y aurait une épopée incroyable racontée, celle du voyage de ces tribus venues de Gaule et des autres régions gauloises, celtiques d'Europe, marchant jusqu'en Orient. Mais pour le pillage, encore une fois, ils revenaient avec des trésors dans leur bagage. Et puis il y avait l'ardeur de vivre aussi, la conquête, mais pas la conquête pour s'installer, encore une fois je répète, et imposer ses dieux. On rentrait chez soi après, bien sûr. Ce qui leur donne, il me semble, dans l'esprit de l'époque qui était violent en lui-même, et en même temps doué de magie, une noblesse, ouais. Une noblesse, pas au sens où on l'entend aujourd'hui, mais au sens réel, charnel du mot, ouais.
Ouais, c'est toute la mémoire des peuples celtes qu'on ne retrouve plus. Ah, peut-être à l'Orient pour la. On s'appelle. C'est pas le. Ouais, la grande manifestation celtique de l'Orient chaque année, au mois d'août ou juillet, je ne sais plus. Où on voit toutes les tribus celtes qui défilent en costume traditionnel. Bon, c'est fait pour tourisme, mais en même temps, c'est réel. Ce sont des musiques vraies qui viennent de la mémoire, de l'âme et du cœur. Il reste quoi sinon? Les pièces d'archéologie, le travail qu'on peut faire sur les légendes et les histoires, les lieux qu'on peut visiter encore, une ancienne mémoire oubliée, puisque, ah si, quand j'étais gosse, dans mon livre d'histoire, la première page commençait par les Gaulois, avant d'arriver à la civilisation, avec les Latins, avec les Romains. Mais il y avait quand même une page sur les Gaulois, qui était montrée comme un peuple premier, en quelque sorte. Et en plus, avec le courage de Vercingétorix, son côté irréductible face à l'envahisseur. Bon, c'était hérité de l'école communale laïque, collé un peu sur la résistance française contre les nazis, cette image du résistant. Il était un peu ce symbole-là, Vercingétorix, dans l'école communale années 50. Son importance était montrée comme ça. Et, et les Gaulois connaissaient ensuite la civilisation. Mais c'était un peuple de courage, de création aussi. C'était là une page du livre d'histoire. Voilà, une page sur un peuple premier, on va dire. Aujourd'hui, ça a été zappé de l'histoire, on se demande bien pourquoi. Il y a encore quelques films qu'on peut voir qui approchent, qui tentent d'approcher ces histoires, ces périodes de l'histoire. Moran, dans l'histoire, il épousera par la suite, il revient du saccage de Rome avec des blessures, mais vivant. Bon, la mort, pas encore. Et il épousera une femme de la tribu des Vaidonas, dans le village de Coro. Ils auront un fils qui s'appelle Luerne, qui est Luerne, le roi qui est dans le renard, qui sera le maître de Coro à une époque, qui est Coran aujourd'hui, qui sera le grand ancêtre historique, alors à ce moment-là, de Vercingétorix, Luerne, dans la généalogie des quelques noms qui l'ont précédé, dans la même lignée, en quelque sorte. Son ancêtre, oui. On est en quoi? On est en... Maintenant, avec Luerne, on arrive, oui, Vercingétorix, c'est 54, les années 50 avant Jésus-Christ. Donc, il y a plusieurs générations qui vont le précéder. Et puis, avec, bien sûr, l'arrivée d'un peuple totalitaire et impérial, romain, c'est-à-dire, pour Rome, le message politique, le projet, on va dire, c'est l'Empire. Pour les Gaulois, l'Empire, ça n'existe pas, c'est le clan et la tribu. De là, le côté partisan, et quand on dit l'esprit gaulois, même en France encore, l'esprit comme ça, quand on dit cocardier, c'est par rapport aux Gaulois aussi, c'est-à-dire esprit de village, etc., un peu clanique comme ça. C'est hérité de ces guerres de tribus, alliances de tribus en même temps, tout est en fonction contraire, et alliance quasi totale ou presque, mais pas contre à l'arrivée des Romains. Donc cet esprit gaulois qui existe, et qui est resté, même dans la liberté d'être, quand on parle de gauloiserie. Gauloiserie, le côté paillard, c'est un côté païen, pas du tout chloroformé par le christianisme moral, en quelque sorte. Il est dans un autre espace de croyances et de vision et de perception et d'action même, qui n'est pas moralisé de la façon humaniste dont le christianisme l'a amené, en quelque sorte. Il échappe à ce code-là. Et cette histoire donc reste évidemment dans les chants encore, où l'âme est présente, l'âme et la mémoire aussi. Apen pushkesen kaljen vonnier, achen galler vlien vonjes, og natoljuk stoch hages fred, kanen morets monoi, I kodin hikkoden kushir, kusen glainchinan kanen fred, I kodin hikkoden kushir, een kleintje aan Canada. Maar hier verwelig ze gelauw, hoe eentje kerkalige gein,
Matchikalikat kanenakal, Segel de grelen faun, Stier vegers is kernel stewich, Ikodem kushia, Kusum gleintje dan kanen fee, Ikodem kushia, Kusum gleintje dan kanen Squaily Kyler no San Karna Kylen Gyalke Loss of Soas and Shamar of Rock Tayade Shan Khan in the Hegel She should be you not Hostana Ah, Hosta Biokan and Kusum gleintje dan kanen fee, Ikodem kushia, Kusum gleintje dan kanen Get nach klunjer nicht mooi asam du. Oh, go ich mich geifat de toa. Go rug drei moker nam bo. Giagnen jelanen schier. She hast han hiet kein gentle mooi. Ik godem gushir. Kusum gleintje nam kanen Ikodem kushia, Kusum gleintje nam kanen Ikodem kushia, Kusum gleintje nam kanen Ikodem kushia, Kusum gleintje nam kanen Oui, voilà une balade dans le légendaire Arverne. Si vous voulez intervenir, c'est possible à la radio, Lisandre. 08 92 23 95 20, c'est le numéro du standard. 08 92 23 95 20. Feu noir sur 3 abers, sang noir sur 10 estuaires, cette île est fer en pluie. Battu de vent, flottant bastion, battu de vent, flot, tourbillon, battu, battant, sans pavillon, soleil levant, noir, sans rayon. Noir l'eau, le feu, la terre, noir de feu les déserts, le vent, la brume aussi. Mer est en brume, soleil d'effort, terre est en brune, vieille d'ifort, doigts sont changeants en 10 corneilles, poissons sanglants 10 orteils, pigeons de feu sur mer, poisons de gueux sous mer, cette île est fer en pluie. Morte saison sans floraison, morte maison sans déraison, saison perdue en oraison, moisson perdue sans rébellion. Feuillaison en hiver, fenaison en désert, grésil de fer en pluie. Discours de feu, discours de veau, concours de peu, discours dévots, secours de peu, futiles travaux, séjour de feu pour 1000 chevaux,
Noire langue des vipères, noire lande de colère, les vents, les hommes aussi. Mille mâles aux rues, chants de l'épée, mille noires statues, noirs policiers, mille poings tendus, 10 poings brisés, mille bras tendus pour 1000 années, 100 000 hommes en colère, 1000 hommes sans la mer, sans larmes et fer en pluie. Morte tribu sans héritier, porte tribu sans à payer, soleil fendu, bois condamné, soleil vendu, loi sont damnés. Autant que meurt la mer, autant se meurt la terre, sous peur, sous fer en pluie. Jour de demain, courage ardent, jour de sa main, courage aux dents. Seront les veaux perdants sans blanc, seront les loups perdants sans dents. Rouge fin, rouge à vert, rouge point, rouge guerre, rouge main, rouge cerf, rouge festin, rouge chair, rouge vin, rouge bière, le feu, la mer aussi. Radio Ici et Maintenant 95.2 FM et sur internet ici et maintenant.com.